Ok, c'est bon. D'accord, d'accord. Bon, la dernière fois, nous étions sur... on avait fini le P dans le PDCA. On a dit que le management avancé de la qualité, c'est quatre phases. Et vous allez constater que tous les référentiels qui ont été promulgués après 2015 respectent les quatre phases. Roland? Beaucoup de travail aussi, parce que chaque fois que vous prenez une... On l'a perdu, je crois qu'il va revenir. Je disais que chaque fois que vous prenez une norme isolée, vous ne concevez la documentation que pour une partie intéressée particulière. Alors que quand vous prenez le management avancé de la qualité dans sa globalité, vous concevez un système qui prend en compte toutes les parties intéressées. Donc, c'est l'avantage un peu. La dernière fois, on a parlé du P dans le cycle PDCA parce qu'on a toujours dit le management avancé de la qualité, c'est quatre phases. La phase de P, la phase de planification, la phase de D, la phase de réalisation, ce qu'on va voir aujourd'hui, la phase de C, ça veut dire que la phase d'évaluation, et la phase de A, la phase d'amélioration. Donc, aujourd'hui, on voit la phase de D. Mercredi, on voit la phase de C. En passant, la phase de C, dans sa partie audit, vous sera développée dans une autre session de formation. Mais nous allons en parler, hein, ça n'empêche pas qu'on en parle, juste pour vous dire que ça sera développé dans une session de formation particulière. Et la phase de A, comme on va la voir vendredi, elle va vous préparer déjà à la certification que Thierry vous prépare en bonus à cette formation. Donc, c'est ça la phase de A. Ça veut dire que quand nous prenons chaque phase, nous la voyons côté management avancé de la qualité et nous la voyons côté ISO pour que je vous montre un peu la différence entre les deux approches. Parce que beaucoup vont dire, mais puisque ISO parle des mêmes choses que management avancé de la qualité, pourquoi faire la distinction? Mais je disais toujours, ISO, ce sont des référentiels de facteurs. Ce ne sont pas des référentiels de résultats. Référentiel de facteurs, ça veut dire, les référentiels, ils vous disent quoi. Ils vous disent quoi faire, mais ne vous diront jamais comment le faire, ni quel résultat vous allez obtenir. Alors que le management de la avancée de la qualité, c'est quoi faire, comment le faire, quel résultat obtenir. Donc, vous voyez la différence. Même si on parle de la même chose, mais on n'approfondit pas ça pareillement. Hmm? Vous allez dire, ils ont parlé de processus. Oui, d'accord. Mais ils ont parlé de quoi? De processus comment? Dans sa phase de description, dans sa phase d'évaluation, dans sa phase de pilotage, ils n'en parlent pas. Vous voyez? Alors que quand vous prenez management avancé de la qualité, comme la dernière fois, on a pris le processus, on a dit comment on identifie les processus pertinents, comment on élabore la cartographie des processus, comment on décrit les processus. Ça, on a vu. Ça, c'est ce que les normes ISO ne vous diront pas. Maintenant qu'on a fait ça dans le P, vous avez vu que ISO parle du contexte de l'organisme, mais ISO ne vous décrit. Roland?
Mais tout ce que je dis, c'est que être certifié ISO n'est pas la destination. Se certifier ISO n'est qu'une étape dans le management avancé de la qualité. Se certifier ISO, c'est la deuxième étape. Or, le management de la qualité va jusqu'à 6 étapes. Donc, vous voyez un peu le chemin qui reste à faire. Après la certification, il faut vraiment montrer que cette certification va nous servir. Beaucoup, dès qu'ils ont la certification, ouf, enfin, on est arrivé, que chacun rentre donc faire son travail. Maintenant, oui, Rebecca, oui, Rebecca, levez la main. Oui, oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Rebecca. Oui, ok. Monsieur, je veux vous poser une question sur la séance Oui, passée. vas-y. Oui, oui. Oui, bon, j'ai remarqué. Allô? Oui, oui, je Oui, t'écoute. j'ai remarqué que les processus sont généralement précédés de verbes. Vous m'entendez? Précédé de... De verbes. Oui, oui, oui. Oui, ouais, ouais. Oui, c'est une obligation, bien. Je sais pas. Non, ce sont les bonnes pratiques. Ce sont les bonnes pratiques. Parce que les entreprises classiques tournées vers ISO, Oui, la ISO n'insiste pas beaucoup sur les bonnes pratiques de description, d'identification, de pilotage. Hein. Dans l'approche processus, mais il laisse la possibilité à chacun de faire comme il veut. Mais dans le management avancé de la qualité, on vous donne les meilleures pratiques pour être performant et ensuite être compétitif. On se dit donc, un processus n'a de sens que par rapport à ce qu'il produit. On se comprend, non? Retenez bien, un processus n'a de sens que par rapport à ce qu'il produit. Ça veut dire que le nom du processus doit déjà vous dire ce qu'il va produire. Par exemple, satisfaire le client. Par exemple, gérer la relation client. Par exemple, concevoir, développer et lancer les produits. Par exemple, vendre les produits et services. Par exemple, gérer les requêtes et les réclamations. Vous voyez que quand je dis ça, vous avez déjà en tête ce qui doit venir à la fin du processus. Quand je dis vendre les produits et services, à la fin, c'est les commandes. Quand je dis concevoir et développer les produits et services, à la fin, c'est de nouveaux produits, c'est des produits innovants. Quand je dis gérer les requêtes et les réclamations, ça veut dire que je dois collecter les requêtes et les réclamations clients et les traiter. Roland? oui, bon, je n'entends plus. Acheter les biens et les prestations. D'accord. Là, on s'attend à un contrat de prestation. Mais quand je dis ressources humaines, ça ne veut rien dire. Mais quand je dis attirer et développer les compétences, vous voyez que directement, dans le titre de mon processus, on attend que ce soit des bons profils qui soient dans l'entreprise. Parce que j'ai dit attirer et développer les compétences. Ça veut dire qu'à la fin, je dois avoir des gens compétents, formés et motivés. Et quand je dis ressources humaines, ça ne veut rien dire comme processus. Roland? Roland? Est-ce que vous le suivez? On l'a perdu encore un peu.
Oui, on vous suit, mais je pense que le réseau n'est pas très bon de son côté. Peut-être il pleut là-bas. Il pleut ici chez moi aussi. Je sais pas. Ok, je crois qu'il va se reconnecter. OK. Je vais vous parler des exemples de processus. J'ai eu un processus que vous allez voir comme session de formation, c'est préserver les hommes, les biens et l'environnement. Vous voyez que au lieu de dire processus HSE, qui ne veut rien dire en fait, moi je dis processus préserver les hommes, les biens et l'environnement. Vous voyez bien que c'est HSE. Mais le nom que je donne à ce processus dit déjà ce que je veux à la fin du processus. Je veux préserver les hommes, ça veut dire santé, sécurité au travail. Je veux préserver les biens, ça veut dire les actifs matériels. Je veux préserver l'environnement, ça veut dire que je ne veux pas d'impact négatif de mes activités dans l'environnement. On se comprend un peu. Donc, il faut toujours, les bonnes pratiques demandent de nommer les processus par le produit de ces processus. OK? D'accord. 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 Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Avait aussi une OK. Donc là, maintenant, nous pouvons aller sur le D, proprement dit. Le D, proprement dit, c'est mettre en œuvre tout ce qu'on a planifié dans le P. Vous vous rappelez, dans le P, on s'est posé des questions. D'où venons-nous? Où sommes-nous? Où allons-nous? Voilà. Ça, c'est Pestel. Avons-nous les moyens d'y aller? Ça, vous allez voir que c'est les sport. Que devons-nous faire pour y aller? Ce sont les processus. Qui peut impacter positivement ou négativement notre projet? Ça, ce sont les parties intéressées. Lorsque j'ai dans tout ça, je me pose la question, qu'est-ce qui peut faire que j'échoue? Ça, c'est la cartographie des risques. Voilà. Maintenant, si j'ai identifié ce qui peut faire que j'échoue, que je l'ai décrit, que je l'ai évalué, il faut maintenant que je le traite. Ça veut dire qu'il faut maintenant que je mette en œuvre ce que j'ai planifié. Ça, c'est dans la partie D que nous allons faire aujourd'hui. Ça veut dire que nous devons. C'est ça dans les normes ISO, le chapitre 8. C'est ça que vous verrez dans le chapitre 8, comme on a vu la dernière fois, quand on décortiquait un peu les chapitres. Donc, opération, ça veut dire que maintenant que nous avons nos plans en main, comment nous les réalisons? Pour cela, donc, c'est dur, hein? Parce qu'il n'y a pas que les procédures. Pour pouvoir avoir vos politiques, vous pouvez avoir vos principes, vous pouvez avoir vos guides, tout comme vous pouvez aussi avoir des procédures. Je dis ça parce que les gens croient que la seule façon de travailler, c'est d'avoir des procédures. Mais ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. On peut travailler sans procédure.
Voilà. Fait en silo. On doit travailler de façon transversale. Je dois m'assurer que quand je travaille, Allô? je ne dérange pas. Oui, oui. Oui, monsieur, on n'a rien entendu si vous étiez coupé. Ah bon? Oui, oui, oui. À partir de quel moment? Lorsque vous avez commencé à expliquer le D. Ah, d'accord, d'accord. OK. Je disais que le D est la partie opérationnelle de ce que nous avions dans le P. Ça veut dire que, vous vous rappelez, on a planifié, non? Oui, oui, on a planifié. Maintenant, on doit donc faire sur le terrain ce qu'on a planifié. Ça veut dire que on a dit, pour satisfaire le client, voici comment on va procéder. Le D, c'est que maintenant que le client est devant nous, nous devons donc faire comme on a dit qu'on allait faire. C'est ça le D. Comme dans le P, on avait un plan de recrutement, dans le D, on recrute vraiment nos collaborateurs. Comme dans le P, on avait un plan de maintenance, on part donc sur les machines, et on implémente ce plan. Ça veut dire que on commence à mener des opérations sur les machines. Comme dans le P, on avait un plan de production. Maintenant, on part donc à l'usine et on allume les machines et ça commence à tourner. On se comprend? Oui, monsieur, on se comprend. Donc, la phase de D, c'est la mise en opération de tout ce qu'on avait dans le P. C'est pour ça que si vous ratez le P, vous allez rater le D. Parce que il y a un adage qui dit fail to plan is plan to fail. Ça veut dire que si vous ratez la planification, ça veut dire que vous avez déjà planifié l'échec. Parce qu'on planifie toujours quelque chose. On planifie toujours quelque chose. Il y a un... C'est Churchill qui l'a dit. Il a dit, si vous me donnez 5 jours pour abattre un arbre, je vais aiguiser ma machette pendant 4 jours. Ça vous dit quelque chose, cet adage? Ça veut dire que consacrez 80% de votre effort à la planification. C'est ce que ça veut dire. Il faut toujours consacrer 80% de l'effort à la planification. Beaucoup de gens négligent la planification et pensent que non, 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 quand le problème va se poser, on va gérer. Mais non, si on n'a pas planifié comment nous allons le gérer, on ne va pas le gérer. Ce sera l'embrouille partout dans la maison. Ce sera la réunionnite. Vous connaissez la réunionnite? Chaque problème, les gars venant à la réunion. Chaque problème, les gars venant à la réunion. Et tout devient urgent. Et à la fin, on ne résout. C'est valable pour tout le monde. Oui, 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 oui. Ça fait un peu fou. Les autres m'entendent? Oui, mais parfois vous partez. Avec des coupures, parfois, oui. Oui, oui, ça, en fait, ça, c'est la connexion. Ça, c'est un problème général, en fait. C'est un problème général. Ça nous impacte, ça impacte vraiment beaucoup nos activités ici. OK. Oui, vas-y. Francine? Quelqu'un arrive à comprendre ce qu'elle dit? Non, non. Non, non. Francine, je pense qu'elle a les mêmes problèmes de connexion que moi.
Elle peut saisir dans le chat hein, si elle ne réussit pas à s'exprimer. Oui, 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 tout à fait. Francine? Ok, ok, je crois qu'elle a un problème de connexion parce que Oui, elle sa a dit que connexion là où est même il est en partie. train de De toute façon, pleuvoir. ah, d'accord, d'accord. Oh là là, donc on est encore soumis à absence de connexion à cause de pluie. Mais bon, ok, ok. Donc, j'étais en train, vous m'avez quand même suivi quand je commençais avec l'exemple, la fabrication d'un produit pour un client. Vous m'avez suivi à ce niveau? Moi non. Allô? Moi non. Moi, Bon, oui. ok, d'accord. Je disais que nous allons prendre un cas pour expliquer cette partie-ci, le doux. Ça s'appelle opération dans les normes ISO, opération. Je disais, il s'agissait de convertir en action opérationnelle ce que nous avons planifié dans la première phase, la phase de paix. Pour cela, prenons un exemple. Nous sommes une société de fabrication de pièces métalliques. Maintenant, on a un prospect. N'oublions pas, tant que la commande n'est pas formellement passée, tant que rien n'est contractuel, on ne parle pas de client, on parle de prospect. Nous avons un prospect qui nous a sollicité pour lui fabriquer une pièce particulière qu'il a dessinée. Le montant est alléchant. Il dit que si on arrive à lui fabriquer cette pièce, ça va nous rapporter beaucoup. Mais seulement, en matière de management avancé de la qualité, nous n'allons pas vite accepter. Nous lui disons, merci pour l'intérêt que vous nous portez. Nous avons pris connaissance de votre besoin et permettez-nous de vous revenir dans 2 jours ou 3 jours. Ne nous précipitons pas. Parce que c'est une commande particulière avec un montant élevé. Ce n'est pas parce qu'on a vu l'argent qu'on va courir partout. Non, ce n'est pas l'argent qui nous attire. C'est la capacité à satisfaire le client qui nous intéresse. Donc, nous lui disons, OK, on a pris conscience, encore que merci, il faut toujours remercier le prospect de vous avoir exprimé sa requête. Il aurait pu exprimer ses requêtes à vos concurrents. Dites que vous avez pris note de ses besoins et vous allez lui revenir dans 2-3 jours. Vous revenez donc dans votre entreprise et vous réunissez le comité de pilotage. Beaucoup d'entreprises commettent l'erreur quand une commande arrive, ils n'appellent que le directeur de production. C'est une très grave erreur. C'est une très grave erreur. Et nous allons voir pourquoi. Ce n'est pas parce que le client veut une pièce métallique que vous n'appelez que la production. On verra que ce n'est même pas à la production qu'il faut s'adresser. C'est bizarre, n'est-ce pas? OK. Le DG prend connaissance du besoin du prospect et réunit son état-major, ça veut dire c'est pilote de processus. Et je disais, ce n'est pas parce que le prospect veut une pièce métallique qu'on va seulement s'adresser au directeur de la production. Le DG doit regrouper tous les pilotes de sa cartographie de processus. Parce que la fabrication de cette pièce métallique ne concerne pas seulement la production. La fabrication de cette pièce métallique concerne d'abord le métier de l'entreprise. Ça veut dire que, est-ce que nous sommes dans le secteur de construction métallique? Si c'est oui, OK.
Maintenant, nous devons analyser le besoin du prospect avec les risques associés. Risque associé veut dire les gars de la production peuvent être très bons, peuvent même fabriquer ce que le client, ce que le prospect demande. La question c'est, est-ce que nous sommes capables de lui livrer ces pièces métalliques dans les délais? Parce qu'on a déjà intégré le fait que nos gars de la production, ils sont très bons. Mais la question c'est, est-ce que nous allons livrer ces pièces métalliques dans les délais? Et cette question engendre des sous-questions. Ça veut dire, est-ce que actuellement dans nos ateliers, les machines sont disponibles pour cette commande? Parce que nous savons fabriquer ces pièces métalliques, mais nos machines ne sont pas disponibles parce qu'il y a une commande en cours. On ne va pas accepter une commande comme les tailleurs ou les menuisiers. Vous connaissez d'autres, non? Les cordonniers, les réparateurs de télé. Ils ne refusent jamais aucune commande, mais ils ne livrent jamais aucune dans les délais. Ce n'est pas comme ça qu'on va être, parce que le management de la qualité doit regarder trois choses. Ce que veut le client, quand il le veut et où il le veut. Voilà ce que nous regardons. C'est ça le management avancé de la qualité. Ce que veut le client, quand il le veut et où il le veut. Voilà. Or, nous savons fabriquer ces pièces métalliques, mais seulement nos machines sont occupées actuellement parce qu'il y a des commandes en cours. Vous voyez bien que même si le prospect nous promet beaucoup d'argent, si nous sommes dans le management avancé de la qualité, on doit aller vers lui pour renégocier les délais. Le management de la qualité dit, n'acceptez pas la commande client si vous n'êtes pas sûr de la satisfaire telle qu'elle est. Parce qu'une commande, c'est qualité, quantité et délai. Moi, je parle de commande. Maintenant, le coût, c'est-à-dire que quand nous savons déjà que nous pouvons fabriquer, alors on parle coût. Donc, voilà les aspects du management avancé de la qualité. La qualité, le délai et les coûts. Qualité, nous savons le faire. Délai, est-ce que nos machines sont disponibles? Coût, voilà une autre question. Est-ce que l'approvisionnement en matières premières va nous permettre de fabriquer ces pièces métalliques en respectant les spécifications, mais avec le coût que ce monsieur paye? Il faut se poser également ces questions. Ça revient à la qualité au juste prix ou alors la qualité à tout prix. Parce que voilà une autre question qu'il faut se poser. Parce que là, maintenant, nous sommes dans le D. Ça veut dire que avant d'accepter la commande, on s'assoit pour passer en revue toutes les exigences. C'est ça qu'on appelle la revue des exigences. Parce que dans le D, on dit bien, n'acceptez pas une commande d'un prospect ou d'un client tant que vous n'êtes pas sûr de la satisfaire. N'acceptez pas. N'acceptez pas parce que si vous refusez, le concurrent va prendre. N'acceptez pas parce que, gars, tu as vu le montant là, si on gagne la commande là, vraiment, on a nos salaires même sur 10 mois. Non, ce n'est même pas ça qui doit vous guider. Ce qui doit vous guider, c'est est-ce que nous allons respecter la commande? Ça veut dire quantité, qualité, délai et coût. Est-ce qu'on va respecter ça? On se comprend, non? Donc ça, c'est le D. Ça s'appelle la revue des exigences. Toujours commencer par la revue des exigences. Si on tombe donc d'accord que nous pouvons satisfaire la commande du prospect telle qu'elle, eh bien, on lui dit, OK, OK. là, c'est l'électricité qui vient de partir de façon générale dans la ville ou dans le quartier, je ne sais pas. Nous sommes vraiment encore dans le tiers monde, hein, Roland.
Ah ouais, ouais. On définissait ça comme, malgré tous nos efforts. on définissait ça vraiment, vraiment, vraiment. On définissait ça comme pays en voie de développement. Maintenant, c'est pays en voie de sous-développement. Maintenant, c'est pays en voie de sous-développement. Avec ça, les Blancs ne peuvent jamais nous respecter, Parce hein. que, voilà, voilà. Bon, heureusement que j'avais mis ça en mode autonomie. Sinon, ça allait également se couper. OK. Donc, vite, le temps que l'autonomie passe aussi. Bon, à ce niveau, ça va? Oui, 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 ça va. D'accord. OK. Donc, je parlais de la revue des exigences. N'acceptez jamais une commande client si vous n'avez pas procédé à la revue des exigences. Revue des exigences veut dire que vous prenez sa commande, vous allez dans votre entreprise, vous réunissez tous les pilotes de processus et vous passez en revue la commande. Ce n'est pas parce que la production s'est produit ce que le client veut ou le prospect que vous allez accepter. Assurez-vous que les achats vont vous fournir les matières premières dans les délais. Assurez-vous que les machines sont disponibles. Assurez-vous que l'équipe, ça veut dire le capital humain, les gars qui vont travailler sur les machines sont programmés dans le shift. Assurez-vous que le HSE dispose de ces équipements de protection nécessaires pour que le travail se fasse sans qu'il y ait d'incident. Voilà. Donc, voilà donc le D. Ça veut dire que avant d'accepter un travail, assurons-nous que nous réunissons les conditions minimales nécessaires pour que le travail soit fait et respecté. Parce que produire les pièces métalliques de ce prospect en respectant la qualité des pièces, mais en lui livrant ça hors délai ou en retard, ce n'est pas la qualité. Produire la qualité, produire les pièces métalliques de ce prospect avec l'argent qu'il a donné et qui n'a pas suffi pour acheter les matières premières de qualité, ce n'est pas la qualité. Parce que nous ne devons pas prendre son argent tant que nous ne pouvons pas respecter les spécifications de sa commande. Donc, ça, c'est le D. Maintenant qu'on a passé en revue les exigences, entre nous d'abord, production, vous pouvez, oui, je peux. Achat, tu vas nous livrer les matières dans les délais. Oui, le fournisseur avec lequel je travaille là me fait confiance. Donc, même si je ne paye pas tout l'argent maintenant, il va donner et on va régulariser. Voilà. HSE, les équipements de protection sont en place. Oui. La caisse de premier secours. Oui. Qui encore? Capital humain. Les équipes qui vont travailler dans les ateliers, on les a programmées parce que le client, la commande est costaud. Il faudra qu'on travaille 24 heures sur 24. Juriste, que dit la loi dans notre secteur? Est-ce qu'on peut faire travailler les gars en 3 rotations de 8 heures? Ah non. La convention collective, les syndicats ont dit que, vous voyez un peu tout ce qui peut impacter, n'est-ce pas? Vous voyez bien ça, non? Oui. OK. Donc, Roland? ce n'est pas parce que, oui, Oui, Roland, le développement que tu fais là m'amène quand même à poser une question. Bon, juste pour que tu oui, éclaires un peu plus nos aspirants managers, QHSE. Souvent, les oui, oui, situations que tu décris là est souvent source de beaucoup de conflits dans les entreprises entre les différents départements. Quand il y a une grosse commande comme ça qui arrive, le DG, lui, veut la commande, il veut la prendre. La production, peut-être, elle estime qu'elle veut la prendre. Il arrive souvent que, il y a un souci. Bon, c'est même pas trop ça que je voulais dire. Je voulais demander peut-être que, est-ce que le souci vient souvent au niveau du QHSE?
Parce que généralement, le QHS vient mettre en place un certain nombre d'exigences qui vont faire douter l'entreprise sur sa capacité à lancer l'initiative. La question beaucoup plus, c'est comment est-ce que le HS ou bien le QHS peut se positionner en préventif, c'est-à-dire anticiper. Parce qu'on dit souvent que l'entreprise doit produire, parce qu'on est là face à un dilemme. On a besoin de commandes pour faire vivre l'entreprise, mais le qualiticien, le QHS est porté beaucoup plus un peu sur la protection des actifs, des personnes et le respect des réglementations. Est-ce qu'on a une possibilité pour que le QHS soit beaucoup plus proactif, c'est-à-dire en termes de imaginer les scénarios à l'avance, de manière à ce qu'on prépare les processus, les différents scénarios à l'avance, ou s'il faut des procédures nécessaires, qu'on les prépare, que si tel scénario se produit, voilà les schémas, de telle sorte qu'au moment où ça se produit, même tout le monde est déjà préparé pour ce type de scénario et que ça crée moins de tension. Et parce que généralement, dans ce genre de cas, ce qui arrive souvent dans les entreprises, c'est qu'à ce moment-là, on chasse même les QHSE. On les chasse. On se débrouille à ce qu'ils ne soient même pas là lorsqu'on va réaliser l'opération là. Parce qu'on sait que peut-être à ce moment-là, on n'aura pas les EPI en magasin. Ils vont- Peut-être à ce moment-là, on ne peut pas avoir toutes les préconisations qu'il faut en matière de qualité. Donc, il faut que les gars ne soient pas là pour qu'ils ne viennent pas le boulot et qu'on réalise notre commande, on fasse du chiffre. Tu vois un peu? Donc, peut-être à ce moment-là, ça demande à ce que Voilà. le QHS Voilà. soit Non, il y a, beaucoup plus proactif à imaginer des scénarios à l'avance pour qu'on ait le temps de se préparer. Comme tu as parlé de préparation dès le début là. voilà. J'ai vécu ce que tu dis là en 2010 au chantier naval. J'ai vécu ça. J'étais directeur QHSE et il y a un bateau qui venait, il y avait beaucoup de réparations à faire. Je me rappelle bien le nom du projet, le projet Victory. Le bateau s'appelait Victory. Ce bateau disait qu'ils sont allés au Nigeria. Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas immobiliser leur bateau pendant plus de 60 jours. Donc, celui qui est capable de réparer leur bateau en moins de 60 jours, voilà la somme qu'il est prêt à mettre. Mais si quelqu'un ne peut pas le faire en moins de 60 jours, ça ne vaut pas la peine parce qu'ils ont une campagne de pêche ou quelque chose d'exploration, de production qui était déjà arrêtée de l'autre côté, donc ils ne pouvaient pas immobiliser. Parce que dans le domaine naval, un jour d'immobilisation peut vous coûter 100 000 $. Wow. Donc, vous voyez un peu le risque. Voilà, voilà. Et lorsque j'ai procédé par la cartographie des risques, c'est pour ça qu'on dit, quand tu dis qu'est-ce que le QHS peut faire, c'est la cartographie des risques. Vous voyez pourquoi la cartographie des risques est encore dans l'étape P, l'étape de planification. Parce que dans l'étape de planification, activité par activité, le QHS se pose la question. Production, si tes machines tombent en panne, alors qu'on a déjà signé le contrat de livraison dans tel délai, qu'est-ce que nous perdons? Achat, si ton fournisseur, pendant que nous on attend, te sort qu'il avait une facture ici impayée et que lui fait y aller les caprices, qu'est-ce qu'on risque? HSE, si les gars ne respectent pas les consignes de sécurité et qu'il y a départ de feu avec incendie, qu'est-ce qu'on risque? Finance, si le contrat avec le fournisseur a dit paiement après 15 jours et qu'il va nous livrer nos pièces, nos matières premières en 2 temps, et qu'il livre d'abord la première commande, on ne paye pas. Et après, il commence à dire que lui, comme il n'est pas payé, il ne livre plus la deuxième. Qu'est-ce qu'on risque? Voilà autant de questions que le QHSE doit poser souvent pour qu'on anticipe sur les risques. Il ne faut pas attendre que la commande soit faite pour que le QHSE intervienne. C'est pendant qu'on construit le système de management avancé de la qualité, quand on a identifié les processus, au moment de décrire les processus, il faudrait également qu'on élabore le plan de maîtrise des risques. Donc, c'est à ce moment-là, c'est dans la phase de P que le QHSE commence à attirer l'attention des pilotes de processus sur l'importance d'anticiper sur les risques. Donc, ce n'est pas quand la commande est déjà là, non. C'est bien avant, quand on commence à bâtir le système. Et je me suis rendu compte, ce jour-là, en 2010, que
Si nous apprêtons nos matières premières, nos équipes, nos ceci, mais en travaillant normalement, parce que nous, on travaillait là-bas normalement en 2 quarts, pas en 3. Parce qu'il y avait une convention collective des métiers, de métiers marins, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, il nous fallait des autorisations spéciales pour faire tourner les gars en 3 quarts de 8-8. J'ai donc vu avec les gars sur le terrain, les chefs chantiers, que si on travaille en 2 quarts, on ne peut pas faire ce travail en moins de 70 jours. Je leur ai posé la question. Les gars, si nous voulons vraiment prendre cette commande, sachez que en temps normal, c'est 70. Mais si nous passons en mode accéléré, il faudra qu'on ajoute les ressources. Parce que si nous voulons respecter les délais et la qualité, il faut qu'on aligne les ressources sur ces nouvelles contraintes. Les gars m'ont dit que, ah, dis donc, ça c'est un petit travail, tout ça, tout ça. Je leur ai dit, vous dites ça parce que vous savez faire ce travail. La question c'est, est-ce que vous avez les matières premières pour que quand vous commencez à faire ce travail, que ça ne s'arrête pas? On m'a dit que, ah, mais ça fait quoi? N'est-ce pas, on arrive souvent à s'en sortir. J'ai dit non, ici maintenant, il n'est plus question de on arrive à s'en sortir. C'est une question de planification rigoureuse. Vous savez ce qui s'est passé? À la deuxième réunion, ils ne m'ont pas convoqué. Ils ont fait leur réunion seuls derrière. On se comprend, non? Les gars ont fait, à la deuxième réunion, les gars ont fait leur réunion seuls derrière. Ils ne m'ont plus convoqué. Je suis resté calme, hein? Je suis resté calme. Comme j'avais déjà de l'approche par les risques, même comme je n'étais pas là, il y a quand même des pilotes qui commençaient déjà à comprendre la notion de risque. Ils ont qui étaient là, ils ont commencé à poser des questions. Et vous savez quoi? Le DG est resté sous à tous les risques que nous avons présentés. Il a demandé à ses ingénieurs d'accepter la commande. Et vous savez quoi? Pour gagner le contrat, pour que nos concurrents ne gagnent pas le contrat, ils ont même osé proposer aux clients qu'on va faire ça en 45 jours. Vous vous rendez compte? Je leur ai dit, ce qui se fait normalement en 70 jours, vous ignorez l'approche du risque et vous pensez qu'en 45 jours, et vous vendez aux clients que vous allez faire en 45 jours. Le client leur a posé la question que il y a un concurrent, il y a un de vos concurrents qui est pourtant très bon, qui nous a dit que personne ne peut faire ça en moins de 56 jours. On va accélérer. Nos ingénieurs ont dit, ah, on peut. Déjà, dites-leur, dis donc, c'est l'argent qui va entrer. Bon, nous sommes en 2024, n'est-ce pas? C'était en 2010. Il y avait litige sur ce marché, sur ce projet. Le contentieux, l'entreprise a perdu le procès. Évidemment, notre entreprise a perdu le procès, évidemment. Et dans le domaine marin, il y a une règle, ils appellent ça gentleman agreement, entre tous les armateurs qui font que quand on est sali, c'est sali dans tout le secteur. Bon, je n'ose pas vous dire qu'aujourd'hui, l'entreprise est à 11 mois d'arriérés de salaire. Vous imaginez? Vous imaginez l'impact de l'approche risque dans les projets? On est ensemble? Oui, on est ensemble. Moi, je On est suis là. ensemble. Oui, oui. Ah oui, Thierry, le chantier aujourd'hui a 11 mois d'arriérés de salaire. Oui, oui. Terrible. Je suis allé là-bas l'autre jour. Et On les dit, gars ne veulent pas gars, tu étais un démissionner pour prophète. chercher ailleurs. Ça, ils savent faire. Est-ce qu'ils peuvent affronter les entretiens d'embauche en 2024? Mon frère, les enjeux ont changé. Hein. Aujourd'hui, les enjeux ont changé. Hein. Ça va vite. Hein. Je suis allé là-bas l'autre jour parce que j'intervenais au port. Donc, je suis passé par là-bas. Ils m'ont dit, gars, tu étais un prophète. Tu étais un prophète. J'ai dit non, ce n'était pas une question de prophète.
les indicateurs affichaient pourtant que si nous ne faisons pas attention, voilà ce qui va nous arriver. Voilà. Ce n'est pas une question de prophète. Lorsqu'on entre dans le management avancé de la qualité, on ne procède pas les risques. Mhm. Ce n'est pas parce que vous savez faire que vous allez réussir. Parce qu'il y a d'autres paramètres que vous devez prendre en considération. Donc, voilà un exemple palpable de ce que tu as dit là. Chérie, ça veut dire que lorsque nous commençons à défendre les valeurs, les principes du management avancé de la qualité, on commence à se faire des ennemis. La Tout à question fait. c'est, est-ce que nous allons succomber à leur non-qualité ou alors, même sans prise de tête, nous allons quand même rester pédagogues parce que nous devons faire preuve de... Nous devons On t'a perdu là. Et il y a des entreprises, dès le premier mois, les gars ont compris. Voilà, les gars ont compris. Hein? Je connais des entreprises qui sont dans la moralité aujourd'hui, mais même le diable blanc, elles n'ont jamais fait. Hein? Voilà. Alors qu'elles sont dans la démarche de la certification. Encore à l'école que certaines entreprises. On l'a perdu ou quoi? Thierry, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure, là, avant que ça ne Et se quand on coupe. te perdait, allô? Oui, 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 oui. Je dis qu'on te perdait là tout à l'heure là. Oui, 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 oui. À quel moment vous m'avez perdu? Bon, quand tu faisais le dernier commentaire. OK. Non, non, je disais juste que les enjeux aujourd'hui sont énormes quand on parle de management avancé de la qualité. Ce n'est pas des commandes, ce n'est pas le certificat qui compte. Nous devons être capables de satisfaire la commande. Nous devons être capables de... Oh, oh, oh. Il y a des jours comme ça. Ça nous rappelle que nous sommes encore dans le tiers-monde. Ouais, Ouais. hélas. Allô? Oui, 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 oui. Tu nous es revenu. Ouais, ouais. On doit pas se décourager parce que vraiment, le combat est rude. Il est vraiment rude ce combat-là. Et tu as vu que on veut passer à Starlink. C'est encore ceux qui ne nous fournissent pas Internet de qualité qui bloquent encore. Ouais. Mais Vraiment, on ne sait même plus ce qu'il faut ils ont faire. vu leur marché tomber totalement. Voilà, voilà, voilà. Ils ont su que s'ils s'amusent, ils ne vont plus rien vendre. Ouais, Mais ouais. au lieu donc d'améliorer la qualité de ce qu'ils nous fournissent, ils préfèrent faire la tactique de la terre brûlée. Comme ils ne peuvent pas, personne ne doit pouvoir. Ouais, Et c'est très gênant parce que ça ne fait que nous retarder sur le plan de la compétitivité. ouais. Bon, nous subissons encore ce qu'on appelle la kakistocratie. Bon, ok. Je disais que les enjeux aujourd'hui sont énormes. Regardez même ce que nous subissons actuellement. Imaginez que vous êtes dans un secteur de services où vous vendez vos services à travers des plateformes et il y a
toutes ces interruptions de connexion. Vous voyez bien que ça a un impact sur votre chiffre d'affaires, Ouais, sur la satisfaction de vos clients et oui, même sur votre image de marque. on ne peut pas être compétitif. On ne peut pas être compétitif. Voilà, voilà. On ne peut pas être compétitif. Quelqu'un a beau vous aimer parce que vous êtes son frère, son ami, mais il va aller chez votre concurrent qui lui fournit la stabilité, hein. OK. Est-ce que par rapport à cette partie d'abord, la première phase, ça veut dire acceptation de la commande, est-ce qu'il y a quelque chose à dire? Parce que après acceptation de la commande, nous passons donc à la planification de la production. Bon, on appelle ça la préparation de la production. C'est bon à ce niveau d'abord pour l'acceptation de la commande. Pour moi, c'est bon. Oui, c'est OK, bon, c'est bon. Mais j'ai une d'accord. question. J'ai Oui, une vas-y. question. Dans, Oui, oui. euh, quand je vois la manière dont le QHSE, le manager QHSE ici doit travailler, ça veut dire qu'il est en sorte un peu comme le second du DG adjoint, un truc comme ça. Parce que là, ça veut dire qu'il faudrait qu'il comprenne bien comment, en fait, qu'il ait la maîtrise de toute l'unité de production de l'entreprise. Mais déjà, au départ, on n'est pas des ingénieurs des opérations ou de production. Généralement, la maîtrise des risques des opérations. Bon, prenons par exemple le cas de cette commande, ou le cas d'une commande même de fabrication de pièces. Moi, je ne sais pas comment on fabrique. En fait, je ne maîtrise pas la fabrication des pièces et tout, et tout, et tout. Est-ce que mon rôle est juste... C'est même pour ça qu'on nous déteste parfois les QHS, parce qu'on joue un peu le rôle du policier tout le temps. Le rôle du policier, venir dire, est-ce que ça est prêt? Est-ce que ceci n'est pas prêt? Mais comme on connaît notre manière camerounaise de faire souvent, on veut toujours dire que QHS, attends d'abord, attends d'abord. On va faire, on va faire. Et là, maintenant, ça rend un peu le travail du QHS un peu plus, je vais dire quoi, un peu plus difficile ou bien double travail à faire. S'il faut qu'il maîtrise tous ces paramètres avant de, je sais pas, de donner un OK pour une validation d'une commande. OK, bon. Ce que je dis, j'ai noté déjà deux choses qui ont attiré mon attention particulièrement. D'abord, le QHS n'est pas un policier. Tout dépend de comment le QHS vend son métier. Et en passant, je vous donne un secret. Ne dites ça à personne, hein. Le QHS est le DGA de Oui, l'entreprise. Mais de grâce, n'allez pas dire que quelqu'un vous a dit que le QHS est le DGA. On va vous licencier le même jour. oui, mais parce que quand vous-même, comment vous voulez que les choses se passent, ça veut dire que directement, vous occupez presque la place carrément du DGA. Et là, ça devient un peu compliqué, Oui, surtout si on rentre le à QHS la est le DGA. planification Roland? des opérations, quand il y a des Roland? opérations sur l'organigramme hiérarchique Oui, et tout. oui, oui, Thierry. Oui, oui, sans t'interrompre, je vais te laisser développer, mais j'aime beaucoup cette question de Karine là. J'aime beaucoup cette question particulièrement parce que ça fait partie de l'une des raisons pour laquelle j'ai pensé à ce cours. Aussi pour décomplexer les QHSE, pour les amener vraiment à comprendre qu'est-ce que ça veut dire même leur mission en entreprise. Parce que parfois, comme les QHSE n'en ont pas vraiment conscience, c'est vrai qu'elle a posé deux questions. Elle pose une question sur le rôle et elle pose une question également sur le contenu du métier. Comme aussi les QHSE n'ont pas un certain niveau de contenu en termes de suivi des opérations, notamment, surtout quand on est dans des opérations complexes comme industrielles et tout, le QHSE n'étant pas technique, ne peut pas suivre, par exemple, la qualité de ces process-là. Alors, il va rester dans la macro-structure et va gérer le système. Donc, les QHSE perdent de vue qu'ils ont un rôle central parce que c'est eux qui sont garants de la qualité de l'organisation. Et comme tu dis là, c'est les déchets adjoints. Donc, sa question est elle me fait très plaisir d'entendre ce genre de questions venant des QHSE. Et bon, je veux juste faire ce premier commentaire là, je te laisse développer, je pourrais réintervenir après. OK.
Dans son rôle et dans son contenu, le rôle déjà, c'est aider l'ensemble du personnel de l'entreprise à implémenter la vision du DG. Voilà déjà son rôle. Le rôle d'un QHSE, c'est aider l'ensemble du personnel de l'entreprise à implémenter la vision du DG. Parce que le QHSE, c'est quelqu'un qui est indépendant des opérations, qui est proche du top management et qui est proche du terrain. C'est l'un des rares rôles en entreprise où quelqu'un se retrouve à tous les niveaux, niveau décisionnel, niveau tactique et niveau opérationnel. C'est ça le rôle du QHSE d'abord. Maintenant, dans le contenu, le QHSE est d'abord psychologue. Psychologue veut dire que le QHSE ne doit pas affronter les acteurs sur le terrain. Le QHSE doit toujours coopérer, sinon éviter. Mais il ne faut pas affronter. Il ne faut pas affronter. Il faut coopérer, sinon éviter. Le QHSE doit toujours avoir des valeurs. Quand vous êtes QHSE, affichez vos valeurs dès le début. Moi, par exemple, j'en ai toujours eu 4. L'ordre, la propriété, l'intégrité morale et le discernement spirituel. Voilà mes 4 valeurs. Partout où je marche, je les présente. Et comme je les ai présentées, je vis mes valeurs. Moi, je vis mes valeurs. Un QHS ne doit pas être hypocrite. Donnez raison à celui qui a raison. À celui qui a tort, dites-lui qu'on peut s'améliorer, mais donnez raison à celui qui a raison. Ne donnez pas raison aux puissants. Donnez raison à celui qui a raison. Donc, sachez que quand vous êtes QHSE, vous êtes combattu par le DG qui vous a recruté parce que vous ne lui dites pas ce qu'on dit contre lui sur le terrain. Vous êtes également combattu par ceux du terrain parce qu'ils croient que comme vous êtes avec le DG, vous êtes complice de tous les malheurs qui leur arrivent. Ne donnez raison à personne. Vous allez dire, et moi je fais comment je meurs, mais c'est votre métier, supportez ce métier. C'est votre métier de mourir des deux côtés. C'est votre métier. Parce que n'oubliez pas, comme j'ai dit que vous devez aider l'ensemble du personnel à implémenter la vision du DG, si vous trahissez un côté, vous perdez les deux côtés en passant. Sachez toujours, si vous trahissez un côté, vous perdez les deux côtés. Si vous trahissez le terrain, le DG va dire que vous n'êtes pas digne de confiance. Si vous trahissez le DG, là, c'est encore pire, puisque le DG a toujours ses indices dans la masse. C'est encore pire même. Vous voyez? Donc, vous êtes entre le marteau et l'enclume. Ça, c'est c'est la dure mission, c'est le dur contenu de la mission d'un QHSE. Et ce que je reproche aussi souvent à mes homologues, c'est qu'ils ne sont pas apprenants. Un QHSE doit être apprenant. Un QHSE doit être à l'aise avec toutes les lectures, avec toutes les sources de connaissances. Je dis bien toutes, j'écris toutes en majuscule. Vous devez être à l'aise avec toutes les sources de connaissances. Rien n'est tabou pour vous parce que vous êtes en contact avec tous les métiers. Vous serez en contact avec le RH, vous serez en contact avec l'acheteur, vous serez en contact avec la production, vous serez en contact avec la finance. Imaginez que ces gars déclenchent un commentaire et que vous êtes totalement étranger. On ne vous a pas demandé d'être expert en tout, non. Mais au moins, ayez les principes de chaque domaine. C'est votre dur rôle. Ça, ce n'est pas évident. Mais si vous êtes QHSE, eh bien, vous devez beaucoup investir dans la connaissance et dans la connaissance transversale. N'oubliez pas que vous pouvez attirer un pilote de processus à votre cause seulement si vous l'accompagnez dans la réflexion de son processus. Vous n'êtes pas expert, mais vous faites juste une petite intervention.
et il vous regarde et il vous juge pertinent, alors il s'ouvre à vous et il vous écoute. Vous profitez, vous vendez votre projet QHSE. Il n'y a pas une occasion particulière pour vendre le projet. Votre projet QHSE, vous le vendez en tout temps et en tout lieu. Partout où vous allez, profitez des moindres choses. Quand quelqu'un s'est courbé dans la cour pour ramasser un morceau de papier, dites à haute voix, ça c'est la qualité. Dites ça à haute voix, tout le monde doit entendre. Dites ça, c'est la... Non seulement ça le touche, mais ça pousse les autres à se poser la question, qu'est-ce qu'il a fait de particulier? Vous dites seulement à tout le monde, il a mené une action magnifique. Il a trouvé un morceau de papier dans la cour, il a ramassé et il est en train d'aller le mettre à la poubelle. Même s'il n'allait pas le mettre à la poubelle, dites que c'est là où il partait. Il va donc y aller pour de vrai et tout le monde va applaudir. Voilà. Et puis, prêchez par l'exemple. Hein. Un PHS doit quand même prêcher par l'exemple. Vraiment. Il faut prêcher par l'exemple. Chaque fois que vous posez un acte en droite ligne avec la vision, la mission, les valeurs de l'entreprise et la politique de l'entreprise. Faites-le. Ça ne va que augmenter l'intérêt que les gens ont pour vous. Mais si vous venez qu'on vous a nommé, vous montez, vous descendez, vous voyez tout le monde comme source de non-qualité, c'est vous, vous êtes directeur, vous êtes ceci, vous allez échouer. Ça, c'est sûr, vous allez échouer. C'est sûr, vous allez échouer. Et faites très attention quand les autres directeurs agissent. S'ils agissent, ne les imitez pas, parce que vous êtes aussi directeur. Cherchez toujours l'appui du public. Lui peut vous lâcher. Hein. Et ça, c'est très dangereux. Cherchez l'appui du public. Cherchez à plaire au public qu'à plaire au top management. Parce qu'au final, la démarche de management, avancer la qualité, c'est sur le terrain qu'elle se passe. Ce n'est pas dans les bureaux. Donc, si les gars du terrain vous rejettent déjà, hein, c'est fini. Vous allez réciter vos normes, vous allez réciter vos outils. Personne ne va appliquer ça. Personne. Je vous dis, personne. J'ai vu quelque part, et je suis allé consulter, quelqu'un que je connais compétent, hein, mais il est arrivé là, il veut montrer à tout le monde que lui, il est expert en qualité. Au lieu de chercher d'abord l'adhésion de tout le monde, il a commis l'erreur de venir leur montrer qu'avant, il n'y a pas la qualité. Et moi, je lui ai posé la question, quand tu le fais croire qu'il n'y a pas la qualité avant, tu crois que l'entreprise, c'est l'âge qu'elle a, tu crois que c'est toi qui étais là avant, mais respecte ça. Même si tu dis qu'il faisait la non-qualité, mais tu ne vas pas le leur dire en public. Hein? Ils vont se braquer que désormais, OK, n'est-ce pas, on faisait la non-qualité. Toi, l'expert, viens donc faire la qualité, on voit. Tout ce que tu proposes là, hein, c'est eux-mêmes qui te sabotent. Et rapidement, on se rend compte que toi-même, tu n'es rien. Pourtant, c'est juste parce que tu n'as pas acheté leur adhésion. Donc, autant de choses. Il y a des documents comme ça. Je verrai avec Thierry comment vous les faire parvenir. Par exemple, le manager qualité 4.0 ou alors le futur du métier du QHSE. J'ai des documents comme ça où les gars ont mené quand même des études pour savoir les enjeux présents et futurs de ce métier-là. Quels sont les domaines que vous devez creuser désormais? C'est comme l'aspect de la digitalisation. Aujourd'hui, beaucoup de QHSE ne récitent que les normes. Or, aujourd'hui, on est en train de dématérialiser tous les processus. Donc, ne récitez plus les normes. Dites plutôt aux promoteurs de projets comment vous pouvez faciliter le pilotage de son entreprise à partir de son smartphone. Voilà. Et aujourd'hui, en 2024, on ne peut pas parler de digitalisation sans parler de processus. Vous vous rendez donc que dès qu'il accepte de piloter son entreprise sur smartphone, il ne sait pas qu'il a implicitement accepté la démarche qualité, puisque c'est le processus qu'on digitalise. Vous savez que beaucoup de projets SAP ou ceci ou ERP ont échoué parce que les gars n'avaient pas de processus. Ils croyaient que les ERP, c'était pour la comptabilité, mais ils se sont plantés. Ils se sont tous plantés. C'est aujourd'hui qu'ils se rendent compte. Pire encore, ils ont confié, ils ont cru, je veux dire, ils ont cru que les projets de digitalisation des processus
Le SI vient en support. Le SI n'est pas le chef de projet. Parce que Thierry va vous l'expliquer dans l'expérience opérationnelle. C'est le sponsor qui compte. Le sponsor, c'est qui veut que le projet réussisse, qui a intérêt à ce que le projet réussisse. On l'a perdu encore là. C'est l'électricité qui joue Ok, les d'accord. hein. Ça vient, ça part, ça vient, ça part. OK, il y a OK. Est-ce qu'à ce niveau-là, ça va pour les gens qu'on a pris le rôle du QHSE et le contenu? J'ai brossé juste, hein, mais je pourrais mettre à la disposition de Thierry la documentation sur le métier du QHSE. Le Roland? métier. Pas Roland? seulement les normes, mais le métier lui-même. Oui, oui, Thierry. Oui, si tu permets, je voulais faire un petit commentaire aussi sur cette actualité-là, sur Oui, oui, le vas-y. questionnement Oui, sur le métier QHSE. Ce que je dirais, moi aussi, le commentaire oui, que je oui. pourrais faire également là-dedans, c'est que pour moi, je pense aussi que c'est un métier qui est vaste et qui dépend de deux choses, de plusieurs choses aussi, qui dépend déjà de la structuration des aides des entreprises. Habituellement, les QHSE sont spécialisés sur le management système, sur le suivi système. Surtout dans une organisation où il n'y a pas trop de process techniques, par exemple les entreprises de services, le QHSE peut encore totalement se déployer même au niveau de suivi qualité produit. En plus du système, hein, suivre par exemple la qualité produit et ainsi de suite. Dans une organisation peut-être où il n'y a que le service. Mais dans des sites par exemple industriels où il y a des process techniques, à ce moment-là, parce que faire maintenant la qualité produit, le QHSE à ce moment-là est un peu limité parce que ça demande un bagage technique assez poussé. Je crois en début d'année, j'ai visité à peu près une entreprise de production qui était un peu manufacturière et là-bas, ils m'avaient fait part un peu d'une résolution qu'ils avaient prise à l'époque. Ils faisaient à peu près, la qualité était suivie par, le contrôle qualité était suivi par le département QHSE et ils se rendaient compte que puisque le QHSE faisait des contrôles en début de chaîne et faisait des contrôles en post-production avant d'envoyer les produits sur le marché, mais ils se rendaient compte que les produits, il y avait toujours beaucoup d'erreurs en fin de produit, en fin de cycle. On avait toujours beaucoup d'erreurs. Et ils ont dû corriger la procédure et ils ont donc mis en place l'autocontrôle, c'est-à-dire de telle sorte que les producteurs eux-mêmes devaient être responsables du contrôle de leurs produits sur les différentes étapes de production. Et ils se sont donc rendus compte qu'en mettant en place l'autocontrôle, cela a permis de réduire drastiquement les non-qualités en bout de chaîne. De telle sorte que lorsque maintenant le service qualité venait faire des contrôles de réception, les contrôles de conformité en fin de production pour valider la mise sur le marché, on s'est rendu compte que le nombre de non-conformités avait drastiquement diminué et ils ont donc systématiquement adopté l'autocontrôle. Donc, à ce moment-là, ce sont les services de production qui sont responsables du contrôle qualité sur leurs différents postes, sur toute la chaîne de production et les qualiticiens s'occupent du système, les qualiticiens s'occupent aussi des contrôles en fin de sortie pour les contrôles, ils appellent ça les contrôles de libération. Donc, pour moi, je disais donc que pour le commentaire, c'est donc par rapport à elle pour dire que il n'est pas demandé forcément en QHSE d'avoir tout le bagage technique pour pouvoir exercer son métier. Mais le constat que j'ai fait, c'est que les QHSE les plus efficaces, ce sont généralement ceux qui viennent de la technique et qui après sont formés peut-être en QHSE et après, surtout pour les entreprises où il y a un fort contenu technique, hein, qui sont formés après en QHSE et qui migrent dans le QHSE comme une évolution professionnelle. Et c'est ce que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'entreprises à vocation technique font comme spécialisation.
font comme choix d'évolution de carrière. On préfère souvent prendre quelqu'un qui vient du process, qui a roulé sa bosse, il a été responsable technique, directeur technique, et après, on lui fait faire une spécialisation en QHSE, pour maintenant, que ce soit en HSE ou bien en qualité, pour maintenant devenir suivre la qualité au niveau système. Et généralement, ils sont plus efficaces parce qu'ils connaissent voir les risques, ils connaissent identifier les risques sur les process, ils connaissent suivre les points de contrôle qualité, par exemple, sur les process. Donc, ça rejoint ce que tu as dit. Mais pour un QHSE qui n'a pas ce bagage-là, et ça aussi, c'est pour dire, quand on démarre, quand on est jeune, on démarre, on ne peut pas encore avoir ce niveau d'expertise-là. Mais il faut que les QHSE ou les aspirants comprennent que c'est ce qu'il faut, c'est le niveau qu'il faut atteindre. Et c'est pour ça qu'il faut être ouvert, il faut beaucoup se cultiver. Et quand on n'a pas encore cette expérience-là, il faut beaucoup côtoyer les opérationnels qui vont vous permettre de comprendre leur process, parce que ce n'est qu'en comprenant leur process qu'on peut véritablement impulser la qualité. Moi, je dis souvent que c'est ce que je disais, je ne sais pas à quel moment je disais, c'est que on a commis l'erreur de trop spécialiser nos qualiticiens sur le système, sur le management système, sur l'approche processus, sur le management macro, ce qui fait que ça les a sortis un peu. On fait tous les efforts pour les éloigner du cœur du métier, du process. Or, c'est dans le process qu'on réalise, c'est dans le process qu'on produit, et c'est dans le produit qu'on doit faire, on doit suivre la qualité. Et si le QHS n'a aucune notion, ne comprend pas le process, ce sera difficile pour lui d'exercer, même de manager le système. Et c'est du pain béni. Et quand une entreprise se rend compte qu'on a un QHS qui ne comprend pas le process, mon frère, tu es mort. Tu es mort parce que chaque fois qu'il y aura quelque chose d'important, on va te chasser. Parce qu'à tout moment, on va dire celui-là, il sert à quoi? Va lire tes papiers là-bas dans ton bureau. Ou bien va préparer les audits. Va préparer les audits, va attendre les auditeurs qui vont arriver. Et c'est ça. Or, comme on a dit, management, avancer la qualité, le rôle du qualiticien, ce n'est pas de préparer les audits ou de préparer les certifications, mais c'est d'animer la qualité au quotidien au sein de l'organisation pour que l'on fasse vraiment la qualité au jour le jour, chaque jour, et que même si l'audit arrive d'une manière inopinée, que nous soyons prêts. Et pour ça, il faut que le qualiticien ait un certain niveau de compréhension du processus. Moi, je l'ai vécu, par exemple, quand j'étais dans les projets, par exemple, les projets de construction, qui demandent vraiment à ce que le qualiticien comprenne non seulement les process pour faire du QA/QC, il faut qu'il comprenne les opérations. Parce que si tu ne comprends pas les opérations, comment tu seras capable de suivre les exploitants et les producteurs pour être sûr que tu peux voir une erreur qu'ils sont en train de faire et les interpeller. Mais maintenant, il faut... La conclusion que moi j'ai tirée, c'est qu'il faudra beaucoup agir en prévention. Une fois que tu maîtrises ton plan de process, il faut beaucoup agir en préventif, en termes de préparation, de sensibilisation, pour faire accepter le message de la qualité. Parce que quand tu agis beaucoup en contrôle, tu vas te faire détester. Tu te fais détester énormément parce que les gens n'aiment pas quand on vient présenter les erreurs sur leur travail. Mais il faut beaucoup agir en préventif pour que les gens eux-mêmes, ils sachent quelle est la bonne manière de faire. Et maintenant, quand ils font des erreurs, eux-mêmes, ils savent déjà comment corriger, comment analyser le problème, comment faire, implémenter la bonne méthode. Et comme ça c'est vraiment l'assurance qualité. Tu fais vraiment l'assurance qualité. Et là, ça permet de minimiser les problèmes qu'on peut avoir dans le métier. Tout à fait. Voilà, tout à fait. merci. OK. Francine, ça va maintenant? Oui, ça va. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Parce que là, on est encore à la phase de la revue des exigences. Maintenant, il faut passer à la phase de préparation de la production. OK. Préparer la production, c'est donc que on a déjà validé la commande. Ça veut dire que nous acceptons, on a déjà dit au prospect que oui, nous pouvons satisfaire votre commande. Maintenant, il faut qu'on prépare les opérations. Les anglo-saxons appellent ça programmation des équipes sur les... Ça veut dire que voilà l'ensemble des machines que nous allons utiliser, voilà la séquence de ces machines et voilà les opérateurs qui seront positionnés sur les postes. Il faut déjà qu'on prépare ça. Et la question qui suscite le risque, c'est et si un des opérateurs est absent? Voilà. On commence donc à procéder par les plans B. Ça veut dire que certains sont affectés directement à l'activité, mais d'autres sont
en stand-by. Ça veut dire qu'ils sont astreints. Vous voyez que ce n'est pas parce qu'on s'est réalisé, on s'est fabriqué des pièces métalliques qu'on va allumer les machines. Hein. Il y a un travail de préparation de la production. Donc, quand on a accepté la commande d'un prospect, il faut préparer la production. Donc, on valide d'abord le flux de production, ça veut dire le process. On doit valider le process de fabrication. C'est ce que Thierry disait, le process. Un PHS doit quand même connaître le process de fabrication. Parce que c'est aux étapes du process que les risques sont les plus élevés. Entre deux étapes, aux interfaces, on appelle ça aux interfaces, les risques sont très élevés. Par exemple, entre l'achat des matières premières et la mise des matières premières sur la machine, les risques sont élevés. Vous savez quoi? Il y a le contrôle de réception de la matière première. Imaginez une matière première non conforme qu'on lance dans la machine. Vous voyez ce que ça peut faire? Ça peut faire des arrêts machine parce qu'il y a les engrenages qui sont coincés. Ça peut même faire que on ne peut plus revenir en arrière parce qu'il y a des process continus. Il y a les process discontinus. Mais nous devons le savoir. Nous devons le savoir. Ça veut dire que quand les gars du procurement achètent la matière première, le QHSE doit envoyer ses gars du contrôle de qualité pour réceptionner la matière première. Imaginez, l'exemple qu'on prenait tout à l'heure, c'est la fabrication des pièces métalliques. La matière première, c'est la tôle, c'est l'acier. Imagine que l'acier ne soit pas conforme. Au lieu du fer de 10, le process de production, ça veut dire le procédé, ça veut dire quels sont les éléments entrants, quelles sont les spécifications de ces éléments entrants. Là, au moins, c'est l'assurance qualité. Donc, c'est le QHSE, l'aspect QEQC qui se rassure de ça. Quels sont les risques inhérents aux étapes? À ce moment, le QHSE intervient encore avec les acteurs en présence. Il faut toujours qu'aux interfaces, il y ait collaboration. S'il n'y a pas collaboration aux interfaces, la production n'est pas garantie. Parce que si l'acheteur achète n'importe quoi, le gars qui lance la production de la matière première dans la machine, il va également lancer n'importe quoi. Et là, qui sait, ça peut créer un départ de feu ou alors un engrenage qui explose. Donc, il faut comprendre le procédé de fabrication, ça veut dire le process. Il faut comprendre les risques aux interfaces. Il faut comprendre les paramètres à contrôler. C'est très important, les paramètres à contrôler. Parce que si nous sommes en train de produire des pièces métalliques, il y a des paramètres à contrôler. Il y a la forme, il y a la température, il y a quoi d'autre? Bon, il y a déjà la forme, la température. Ça veut dire que les paramètres à contrôler, c'est la température. Il faut s'assurer que l'équipement de contrôle est étalonné. Autant d'activités de préparation de la production. Ce n'est pas au moment où le producteur est à la phase comment on appelle ça, de formation de la pièce métallique, qu'on commence à dire c'est même quel degré, que le QEQC va commencer à dire que ouais, mon thermomètre était même ici, c'est même où, ouais, vraiment, les gens ici, j'avais mis mon thermomètre ici, non, c'est trop tard. C'est trop tard. Dès qu'on valide le flux de production, ça veut dire le process, chaque acteur doit déjà disposer de son équipement au niveau de son poste. C'est ça qu'on appelle en anglais Operation Readiness and Support. Bon, le sens de ça en français, c'est toujours, comment on appelle ça? Préparer la production. C'est vague, préparer la production. En anglais, ça a son sens. Operation Readiness, donc c'est prêt. Les opérations sont prêtes et il y a le support nécessaire. C'est ça qu'ils appellent Operation Readiness and Support. Donc,
Comment faire que nos opérations soient prêtes à être réalisées et que le support nécessaire soit disponible. C'est ça, ces phases-là. Nous sommes toujours dans la phase de 8, les opérations. Donc, on a dit, je reviens un peu en arrière, on a dit, pour s'assurer, pour préparer la production, il faut d'abord valider le process. Il faut d'abord valider le process. Quand on a validé le cas où vous voyez que certaines opérations sont critiques, à ce moment-là, le QAQC peut intervenir. Ça veut dire que les gars du QHSE, certains qui sont QAQC, peuvent donc aller sur les lignes pour suivre le processus en cours. Ça, c'est très important. Et toutes les étapes du processus qui nécessitent des contrôles, vous verrez donc que là-dedans, il y a des points d'arrêt et il y a des points critiques. Ça, c'est une notion aussi qui est très importante en production, dans le chapitre des opérations, dans le DOU, les points d'arrêt et les points critiques. Les points d'arrêt, ce sont les phases du process qui nécessitent la validation de plusieurs parties intéressées avant de continuer. Quand vous construisez votre maison, vous construisez un duplex. N'est-ce pas que si vous ratez la dalle, vous devez tout détruire et recommencer parce qu'il n'y a plus de possibilité d'arranger? C'est bien ça, non? Oui, oui. Chaque fois donc que vous avez une étape qui est telle que si on constate que c'est raté, on ne peut plus revenir en arrière. Ça s'appelle le point d'arrêt. OK? OK. Maintenant, le point critique, c'est... Je n'ai pas suivi? Je n'ai pas Il y a compris. quelqu'un qui dit que... OK, OK, d'accord. Je disais que pendant la production, c'est-à-dire que quand on est déjà dans les opérations, quand on réalise déjà nos plans, on va constater que il y a des phases qui sont telles que si nous ne faisons pas le contrôle et qu'on constate l'erreur après, on ne peut pas corriger l'erreur, on doit détruire tout ce qu'on a fait. Ça s'appelle le point d'arrêt. Ça veut dire que c'est des phases de notre process de production qui demandent la validation de plusieurs intervenants. Plusieurs intervenants. Et je prenais un exemple que nous rencontrons souvent dans les quartiers, la dalle d'une maison. Quand les gars courent souvent une dalle, il faut les voir travailler. Même si vous passez, arrêtez-vous un peu souvent pour voir les activités quand on coule une dalle. Le propriétaire de la maison est là. C'est là. Ça s'appelle un point d'arrêt. Ça veut dire qu'un point qui nécessite la validation des parties intéressées différentes. OK? Et ce n'est pas sur le terrain que vous identifiez les points d'arrêt. Hein? C'est dans le process. C'est quand vous validez le process de production. C'est pour ça que Thierry a dit tout à l'heure, c'est très important que le QHSE ait les notions de process. C'est très important. Parce que si vous vous réduisez à rédiger les procédures, à distribuer les EPI, et à faire quoi encore? À organiser les audits pour suivre tout le monde, que l'auditeur vienne demain, hein, ne dormez pas la nuit. C'est que là, il y a quelque chose qui manque dans le QHSE. Je disais tout à l'heure, le QHSE doit aider l'ensemble des acteurs à convertir la vision du DG en produit fini. Vision du DG en produit fini conforme. On a commencé avec l'entrée des matières. Ça, c'est le contrôle de réception. On est en train d'attaquer les contrôles en cours. En cours, contrôle en cours. Ça veut dire que il y a les points d'arrêt et il y a les points critiques. Les points critiques, ce sont les étapes du process où vous devez mesurer certains paramètres.
avant de continuer. Vous devez mesurer certains paramètres avant de continuer. On a pris l'exemple sur la fabrication des pièces métalliques. Les pièces métalliques ont une forme et une densité. Au moment de valider la forme, vous devez d'abord mesurer les spécifications. Ça veut dire que la taille, les dimensions, tout ça. Ça. Parce que si vous traversez ça, vous allez jeter la pièce. Vous n'allez plus l'utiliser. Ça s'appelle un point critique. Après la forme, maintenant, il y a la densité. Donc, après la forme, l'étape suivante, c'est la validation de la densité. Donc, vous devez encore prendre un appareil, un densiomètre, quelque chose comme ça, où vous mesurez la densité de la pièce. C'est un autre point critique. À la fin du procédé, vous avez votre pièce métallique, mais le travail n'est pas fini. Le travail n'est pas fini. Parce que entre la fin de la fabrication et la distribution au client, il y a notre travail qu'on appelle la libération. Chérie en parlait tout à l'heure. La libération. La libération veut dire que une opération menée par un organe indépendant de la production pour garantir au client la conformité par rapport à sa commande. C'est ça qu'on appelle le contrôle de libération. Libérer veut dire on accepte que ça peut sortir de l'entreprise pour aller sur le marché à l'extérieur. C'est ça la libération. C'est pour ça que on recommande dans le flux, dans le process, que la production et le commercial ne soient pas en contact. Il faut toujours éviter ça. Il ne faut jamais accepter que les commerciaux soient en contact avec les gars de la production. Il ne faut jamais accepter ça. Ça peut vous coûter beaucoup d'argent, de litiges et d'images de marque plus tard. Entre l'usine et l'extérieur, c'est le QHSE à travers ces QEQC. Parce qu'ils doivent d'abord libérer le produit fabriqué avant de le mettre à la disposition du client. Donc, on verra donc que dans la partie d'où que nous sommes en train de faire, il y a d'abord la validation du procédé de production, le process. Ensuite, il y a les contrôles de réception des matières. Il y a les contrôles en cours de production et il y a le contrôle de libération. Ça veut dire que le produit fini, notre pièce métallique, il faut maintenant qu'on contrôle sa conformité par rapport à la commande du client. Voilà. Le client voulait ces pièces métalliques avec les spécifications aussi. Le QEQC doit donc s'assurer que le produit final, le produit fini, respecte ces spécifications. Ça ne veut pas dire que si ça ne respecte pas toutes les spécifications, on ne doit pas le proposer au client. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la dérogation. Il y a la notion de dérogation en production. La dérogation signifie que le produit ne respecte pas toutes les spécifications de la commande, mais ça garde quand même ses fonctions de base. Ça veut dire que le client peut accepter tel quel. À ce moment, donc, en cas de dérogation, il peut avoir des ajustements, par exemple, sur le prix. La relation commerciale n'est pas figée. En management avancé de la qualité, on est souple, on est agile, on n'est pas rigide. On est ferme, oui, parce qu'on a des valeurs, mais on est souple, on n'est pas rigide. Le client peut vous dire,
C'est vrai que vous êtes en train de dire que ça ne respecte pas, que les pièces métalliques ne respectent pas les spécifications de ce que j'ai commandé. Mais, les gars, si c'est juste que, bon, l'aspect est un peu tordu, bon, j'ai quand même quelques travaux où l'aspect tordu ne me gêne pas. Donc, que ça arrive, montrez-lui. Comme vous ne lui remettez pas d'argent, vous augmentez dans le nombre de pièces métalliques. C'est possible. C'est possible. Soit vous lui faites une facture d'avoir pour ses prochaines commandes. Encore une façon même de le faire revenir. Mais ayez toujours une relation où la communication est fonctionnelle. Est-ce qu'on se comprend à ce niveau? Parce que c'est très important dans la partie D, de d'où. Est-ce qu'on se comprend? Oui, on se comprend. J'ai parlé de... OK. J'ai parlé de grandes notions. Il y a la validation du process. Bon. La validation du process. Bon. Résumons tout. Aujourd'hui, nous sommes à la phase d'où. La phase d'où a des prérequis. Les prérequis, c'est la validation de la commande. Ça veut dire la revue des exigences. Après la revue des exigences, il y a ce qu'on appelle la validation du process. Dès qu'on a validé le process, on commence donc par le contrôle de réception. Ça veut dire les matières premières qui viennent d'ailleurs pour entrer dans notre entreprise. Le contrôle de réception. Si le contrôle de réception est validé, on passe au contrôle en cours de production. Le contrôle en cours de production lui-même est divisé en points d'arrêt et critiques. Lorsqu'on a fait les points d'arrêt, les points critiques, en bout de chaîne, on fait également le contrôle de libération. Ça veut dire que nous donnons la garantie que voici les produits qui ont eu 10 sur 10 en contrôle qualité en fin de fabrication. Voici des produits qui ont eu 9 sur 10. Voici des produits qui ont eu 8 sur 10. Voilà les produits 0 sur 10. Il y a ce qu'on appelle la dérogation. La dérogation, ce sont les produits qui n'ont pas 10 sur 10, mais qui n'ont pas altéré, qui n'ont pas altération de la fonction de base. Ça veut dire que le client peut les accepter, même comme ça n'a pas 10 sur 10. Ça s'appelle la dérogation. La dérogation doit être formellement validée par le client. Il faut que le client signe que oui, je suis conscient que ce n'est pas 10 sur 10, mais je l'ai pas. S'il n'a pas fait ça, de grâce, ne lui donnez pas ça. Sinon, le retour peut être très désastreux pour vous. Ce sera que vous avez trompé le client en lui donnant un produit non conforme. Il faut qu'il signe la dérogation pour dire que oui, je suis conscient que ce produit-ci n'est pas 10 sur 10, mais je le prends parce qu'il est utilisable en l'état. Ça s'appelle la dérogation. On se comprend? Quand toutes ces phases-là sont finies, donc, on fait ce qu'on appelle le rapport de production. Le rapport de production mentionne donc le retour d'expérience sur chaque phase qu'on a citée là. Parce que chaque rapport de production doit être un élément d'entrée pour la planification de la prochaine production. Ça veut dire que les erreurs que nous avons commises aujourd'hui ne doivent plus être répétées à la prochaine production. Est-ce qu'on se comprend? Donc, voilà toutes les étapes du D. Voilà toutes les étapes du D. Est-ce qu'à ce niveau-ci, on s'est compris? Oui, oui, on se comprend bien. D'accord. Donc, voici toutes les étapes du D.
Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ces phases-là? Oui, j'ai quelques questions. Sur le PowerPoint, dans le fichier numérique du cours, il y avait les outils là, tels que C'était encore quoi? Les outils qui sont là, je ne les connais pas. On ne les connaît pas. Mais cite-moi un pour que je me resitue. Oui, je veux ouvrir le fichier PDF. Oui, oui. Le premier outil est exactement celui-ci, OBEA. Oui, oui. Bon. Ah, OK. Il y a dans le C. Je vois. Ah, ok, ok. Dans le C. Ça va alors. C'est pour ça que je n'en ai pas parlé. Ah, ok. Oui, oui. Ok, ça va. OK, OK, OK. Non, je n'en ai pas parlé. Vous voyez qu'en fait, le D est la mise en opération de tout ce qu'on a planifié avant, non? Oui, 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 oui. C'est pour ça que rarement vous verrez des slides sur le D. Parce que le D, on ne peut pas faire des slides dessus parce que c'est la pratique du P. On se comprend. Pas tous les clients. Et que vous avez dit qu'il doit donner une dérogation spéciale. Est-ce que dans la dérogation spéciale qu'on formule de nos clients, on doit citer le nom de conformité en question? Oui, 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 oui. Dans la dérogation, on mentionne la spécification non respectée et on demande au client qui accepte le produit quand même d'écrire qu'il en est conscient. Ok. Dans la dérogation, on ne trompe pas le client. On lui dit exactement le défaut et il doit dire « j'en suis conscient, j'accepte ». Donc, on peut écrire un document et lui, il fait juste lui et approuver. De conclure et de fermer la session. Hein, sur Oui, les Romain? enjeux du métier. Oui, Thierry? Oui, ma connexion avait un peu bugué là, donc je t'entendais, mais je ne pouvais pas réagir. D'accord, d'accord, d'accord. C'est bon? On clôture? Oui, oui, c'est bon. Oui, 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 oui. Bon, je leur rappelais quand même que je vais te remettre 2 documents qui parlent des enjeux du métier du QHSE, des nouveaux enjeux. D'accord. Rappelle-moi juste, même demain, je t'envoie ça. Tout Il y à avait fait. aussi la démarche. Il y avait aussi le manager qualité 4.0. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. D'accord. Ouais, ouais. Ok, on se dit donc à Ok. mercredi. Qui me rappelle juste ça, même par WhatsApp, je vais vous envoyer ça même, je vais lui envoyer ça même par WhatsApp et il va vous D'accord, transmettre. je te rappelle ça demain matin. D'accord, d'accord. Ok, bien, à mercredi donc. Mercredi, à mercredi. Bonne soirée à tous. Bon début de semaine à vous. Bonne soirée. Merci. Merci, merci.